En programmation, il y a des concepts qui sont de vrais super-pouvoirs. Aujourd'hui, on va en décortiquer deux, l'héritage et le polymorphisme. Et attention, ce ne sont pas juste des mots compliqués, ce sont des clés pour écrire du code de manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus efficace. Allez, on plonge dedans. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Comment on fait pour ne pas réécrire les mêmes choses encore et encore quand on gère des projets énormes ? C'est l'hantise de n'importe quel développeur. Eh bien, la solution se trouve justement dans les concepts qu'on va voir ensemble. Ok, première étape, il faut bien comprendre le problème. Et ce problème, que tout le monde a déjà rencontré en codant, c'est la redondance. Le fameux copier-coller, qui nous semble une bonne idée au début, mais qui ne l'est jamais. C'est le point de départ de notre histoire. Regardez ça, on a une classe pour un chien et une autre pour un chat. On voit tout de suite que les choses se répètent, non ? Le nom, l'espèce, l'action de manger, c'est le même code dupliqué. C'est non seulement inefficace, mais c'est aussi une porte ouverte aux erreurs. Imaginez qu'on veuille ajouter une propriété. Il faut penser à le faire partout. Ça devient très vite un vrai casse-tête. Heureusement, pour éviter ce bazar, il y a une solution vraiment élégante. Et c'est là qu'entre en scène notre premier super-pouvoir, l'héritage. L'idée, au fond, elle est toute simple. Une nouvelle classe, disons chien, peut hériter de tout ce que possède déjà une classe plus générale comme animal. On établit une relation logique, une évidence, un chien est un animal. C'est tout simplement l'application d'une règle d'or en programmation, le principe DRY, Don't Repeat Yourself. En clair, on ne se répète pas. Bon, mais concrètement, comment ça marche ? C'est simple. D'abord, on crée une classe parent qu'on va appeler animal et on y met tout ce qui est commun. Ensuite, on crée nos classes enfants, chien et chat, et enfin, on les relie. Et voilà, d'un coup, chien et chat ont accès à tout ce qu'il y a dans Animal sans avoir besoin de réécrire une seule ligne. Et là, les avantages sont juste énormes. On réutilise le code, on crée une hiérarchie super claire, on élimine la répétition. Et surtout, le gros avantage, si on doit faire une mise à jour, on la fait à un seul endroit dans la classe animale et tout le monde en profite. C'est propre, c'est efficace et c'est beaucoup plus simple à maintenir sur le long terme. Alors, on pourrait se dire, super, problème réglé. Mais pas tout à fait. Parce que ce partage de code amène un nouveau petit défi, un peu plus subtil, celui de la spécialisation. La question qui se pose maintenant, c'est que faire quand des objets de la même famille ont quand même des comportements qui leur sont propres ? Un chien et un chat, ce sont tous les deux des animaux, on est d'accord, mais ils ne se comportent pas exactement de la même façon. Imaginez un instant que notre classe animal ait une méthode faire un son. Par défaut, elle produit un son animal générique. Sauf que bon, ça n'existe pas, un son animal générique. Un chien, ça n'émet pas ça aboie. Le comportement est trop général. Et c'est pile à ce moment-là qu'un autre outil super puissant entre en jeu, la redéfinition de méthode ou method overriding en anglais. Ça permet à une classe enfant de prendre une méthode qu'elle a héritée et de la réécrire complètement pour qu'elle colle à son propre comportement. Et c'est précisément ce qu'on fait ici. Dans la classe chien, on reprend la méthode faire un son et on dit « Non, toi, maintenant, tu produis wow ». Cette version spécifique vient écraser la version générique du parent, mais attention, uniquement pour les objets de type chien. Ok, on a l'héritage d'un côté, la redéfinition de l'autre. En combinant ces deux concepts, on débloque le véritable super-pouvoir, le clou du spectacle, le polymorphisme. C'est l'aboutissement de toute notre logique. Alors, mettons en place notre petite scène. On crée un objet de type chien et un objet de type chat. On a bien deux choses distinctes, mais rappelez-vous, grâce à l'héritage, elles partagent une identité commune. Ce sont tous les deux des animaux. Et c'est là que toute la magie opère. Puisqu'ils ont ce parent en commun, on peut les manipuler comme un seul et même groupe. Par exemple, en les mettant dans la même liste. On les traite de manière uniforme, sous leur casquette commune d'animal. Voilà le moment de vérité. On a cette liste, animaux, on va boucler dessus, et pour chaque élément, sans se poser de questions, on va appeler la méthode faire un son. La grande question, c'est, est-ce que le programme va s'y retrouver ? Pour le premier élément, notre chien, le programme exécute parfaitement sa méthode spécifique. Il ne se trompe pas, il ne sort pas le son générique. Il sait que c'est un chien. Et pour le deuxième, le chat, pareil. Il appelle la méthode qui a été redéfinie dans la classe chat. On a fait la même demande à tout le monde, et chacun a répondu à sa manière. Voilà, c'est exactement ça, la magie du polymorphisme. Polymorphisme, ça vient du grec. Ça veut dire plusieurs formes. Et c'est exactement ça. La capacité d'appeler la même méthode sur des objets de type différents et d'obtenir un comportement différent adapté à chacun. C'est le secret d'un code vraiment flexible et vraiment intelligent. Bon, tout ça, c'est bien joli avec des chiens et des chats, mais dans la vraie vie, à quoi ça sert ? Parce que bien sûr, ces concepts ne sont pas juste là pour modéliser des animaux. Ils sont à la base des logiciels complexes qu'on utilise tous les jours. Prenons un exemple que tout le monde connaît, les interfaces graphiques sur nos écrans.
Il y a souvent une classe de base, un élément UI, avec des propriétés communes comme la position ou la taille. Des classes comme bouton ou champ texte en héritent. Mais bien sûr, un bouton ne s'affiche pas comme un champ de texte. Chacun redéfinit sa propre méthode d'affichage. Grâce au polymorphisme, le système peut juste dire à tous les éléments « affichez-vous » et chacun sait exactement comment le faire. Et pour les bases de données, eh bien c'est exactement la même logique. On peut avoir une classe de base connexion BD qui définit des actions comme se connecter ou exécuter une requête. Ensuite, des classes spécifiques pour MySQL, PostgreSQL, etc. héritent de ça et implémentent les détails techniques. Résultat, l'application principale peut parler à n'importe quelle base de données sans même savoir à laquelle elle s'adresse. C'est incroyablement puissant. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que l'héritage et le polymorphisme, ce ne sont pas de simples astuces de code. Ce sont des stratégies fondamentales pour maîtriser la complexité. C'est ce qui nous permet de construire des logiciels qui peuvent grandir, évoluer et s'adapter, sans s'effondrer sous leur propre poids. On est donc parti d'un code répétitif, un peu frustrant, pour arriver à des systèmes souples et vraiment puissants. Ces super pouvoirs permettent de penser le code d'une manière beaucoup plus structurée, plus créative. La question n'est donc plus comment faire, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec tout ça.